Dans la peau de Claude Perrault-Louara, briller l'éclat d'une histoire singulière d'une mère héroïque, guidée de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Perrault-Louara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme que reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perrault-Louara, qui dans les ténèbres de la justice. Ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, la tyrannie touche à sa fin. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous laissons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. Ta voix est de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe nanga, 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 nanga. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible défiant la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Tel un cri de liberté. Pour les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perrault-Louara, dans les ténèbres de l'injustice, on sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. Attends-toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche sa foi. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour éteint. Le peuple congolais le mérite un leader. Et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. Oh, rayonnant. Claude Perrault-Louara, symbole de résilience et de foi. Ta voix est de dignité, d'intégrité, dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Claude Perrault-Louara, symbole de résilience et de révolution. Ta plume au zénith, pourtant la flamme de la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.
Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo. Des questions importantes sont mises sur la table et l'invité nous accompagne pour donner son point de vue. Apparemment, on ne sait pas si on doit parler du clap de fin, si on doit parler de complications. On ne sait plus où on va avec ces négociations des Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23. Après donc la signature de ces protocoles d'accord, après protocole des principes, après le processus de Washington, où en sommes-nous exactement alors que la guerre a tendance à reprendre dans l'Est de la République? On parle de ces questions dans cette émission. On revient également sur la situation politique dans le pays, l'opposition, le pouvoir. Faut-il aller vers les dialogues? Sous quel format? Avec qui comme organisateur? On reviendra aussi sur des questions importantes d'actualité politique. Un invité nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. On l'appelle à partir d'Afrique du Sud. C'est un invité qui, à chaque fois qu'on veut analyser l'actualité politique dans notre pays, il a toujours été gentil. Il nous fait toujours l'amabilité d'être là. C'est M. Hubert Kabassoubabo. M. Kabassoubabo, bonsoir. Bonsoir, Perrault. Les héros du journalisme démocratique et développemental, pour ne pas dire les héros du journalisme de la résistance. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Je voulais savoir comment vous allez parce que il y a eu beaucoup de rumeurs à un moment donné, depuis notre dernière émission, que vous étiez en danger, que John Tshibangou était venu vous chercher en Afrique du Sud, qu'il y a des gens qui ont été envoyés pour enlever un certain nombre de Congolais, dont vous-même. Est-ce que vous avez eu vent de tout ça? Est-ce que c'était vrai ou c'était faux? Bon, selon certaines sources, d'abord... chaleureuse salutation à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, de milliers de Congolais, mais également des amis du Congo, qui aiment bien suivre Perrault Louara, les héros du journalisme de la démocratie. Et donc, d'après plusieurs sources, évidemment, qui avaient établi que cette équipe-là était venue pour kidnapper un certain nombre d'individus, de personnalités politiques de l'opposition ou qui sont en adversité ou en antagonisme idéologique avec le régime de Kinshasa. Et donc... dont vous-même d'ailleurs, hein? Dont moi-même. Certaines précautions avaient été prises, notamment dans le réseau de la sécurité ici, avec des amis, nos amis que nous connaissons depuis longtemps, qui sont dans la machine sécuritaire. Et d'autres Congolais également en avaient profité pour aller ouvrir des dossiers, des dockets, comme ils disent ici, à Pretoria, à la police de Pretoria, mais également à la police de Sandton. Et bon, écoutez, John Tshibangou, c'est un jeune que je connais, que j'ai en quelque sorte encadré, parce que quand j'étais gouverneur dans le Kasaï central, il était le commandant adjoint chargé des opérations, je crois, de la région militaire, parce que le commandant, c'était le général Obed. Et donc, je suis quelqu'un que je connaissais, qui venait à la résidence, avec qui je parlais. Je le considérais un peu comme un jeune frère. Et d'ailleurs, l'une des causes de mon départ du Kasaï, c'est le fait qu'il y avait eu un régiment qui était venu de Rutshuru, armé jusqu'aux dents, alors que Tshibangou, commandant adjoint de la région militaire, n'était pas au courant. Il était assis chez lui au camp de l'EFO, sous son manguier. Et il a vu un contingent, un régiment armé jusqu'aux dents avec de nouveaux véhicules, etc. Et c'était des gens qui étaient ses ennemis, qu'il avait rejetés lorsqu'il fut nommé, je crois, en 2004. À cette époque-là, j'étais encore secrétaire général du RCD, lorsqu'il fut nommé, désigné pour commander ces régiments-là. Et c'est à partir de là que Tshibangou, tous ces problèmes ont commencé là. Il est allé voir le général Obed, il y a eu des grabuges, il y a eu des tirs de coups de feu. Heureusement, personne n'est mort et Tshibangou est parti. Et cette histoire-là m'a été collée comme quoi j'ai été de connivence avec Tshibangou. Mais qu'aujourd'hui Tshibangou vienne pour m'enlever, m'inquiéter, ce sont les contradictions de notre... Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, c'est une révélation que vous nous faites. À l'époque, Tshibangou a fait passer sa désertion au sein de l'armée comme un problème d'antagonisme ou plutôt des colères contre Kabila. Rappelez-vous de ces vidéos, il disait que Kabila c'est un tueur, Kabila doit déposer les pouvoirs. Ça n'avait rien à voir avec la volonté de chasser Kabila, c'était plutôt parce qu'il était gêné qu'il y ait un nouveau régiment qui soit déployé dans la zone qu'il contrôlait. À son insu. Parce que rappelez-vous, Tshibangou a fait
une bonne phase de sa trajectoire de militaire à l'est du pays, que je connais très bien parce que j'étais secrétaire général du RCD. J'ai eu donc à gérer plusieurs hauts gradés militaires comme secrétaire général du RCD, un peu comme premier ministre du RCD, le général Tango Fort, le général Obed à l'époque, quand j'étais secrétaire général, il était, je crois, colonel. Les Makenga ici étaient des capitaines. Les gens comme Sylvain Bouki, les gens comme le général Ondekane et les autres. Et donc, à cette époque-là, quand moi j'étais secrétaire du RCD, Tshibangou, je crois, il devait être major, je pense. Mais au Kasaï, quand j'étais gouverneur, Tshibangou était colonel, commandant adjoint, chargé des opérations. Et on a fait venir ce régiment-là. Je n'étais moi-même gouverneur, je n'étais pas au courant. J'étais à Kinshasa et des chefs coutumiers m'ont appelé là-bas. Kabasuba, Abou, Oudi Feigne, Oudi Feigne. Tout le monde est là, il va tout le monde mais c'est quoi cette affaire-là? Et quand j'ai cherché à savoir, et heureusement, il y avait le général Kibonge, qui était lui le commandant de l'académie militaire de l'EFO. Il m'a dit, ce sont de jeunes gens qui viennent de Rutshuru, qu'on a transférés ici. Et Tshibangou, comme commandant adjoint de la région militaire, n'était pas au courant. Et ces gens-là étaient ses ennemis. Tu vois, les gens qui ne voulaient pas de lui, qui semble-t-il qu'il l'aurait arrêté une fois, qu'il l'aurait amené, je ne sais où là, qu'il aurait... Donc le problème est parti de là. Ce n'était pas une volonté de chasser Kabila au départ. Oui, le problème est parti de là. Tshibangou est allé maintenant voir le général Obed pour dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, je suis commandant adjoint. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens, ce sont mes ennemis, des gens qui m'avaient arrêté, qui m'avaient fait du mal. Ils arrivent ici, je ne suis pas au courant. Et puis, ce qui est grave, c'est que ces gens-là, quand ils sont arrivés, ils se sont un peu mis à se comporter comme dans une zone conquise. Quand ils entrent dans un restaurant, ils mettent le garde du corps à la porte, personne n'entre. Moi-même, j'ai eu des problèmes. Hein. J'ai eu de prise de bec avec le général Obed. J'ai appelé beaucoup de gens. Enfin, c'est aussi un dossier d'État. Je ne peux pas aller plus loin. Mais bref, ça a créé cette histoire-là. Tshibangou était dans l'insécurité. C'est comme ça qu'il est parti de Kananga. Il est parti de Kananga dans ce contexte-là. Rien d'autre. Il n'avait pas de problème personnel avec Kabila. Donc ça vous déçoit qu'aujourd'hui, que ce soit lui, John Tshibangou, votre jeune frère, qui soit à la tête de cet escadron, qui en veut à votre vie et qui est prêt à vous décapiter d'une certaine manière? Tshibangou, je le considère comme mon jeune frère. Il venait à la résidence quand il n'y a pas de carburant, quand il n'y a pas comment on dit, des unités, quand il n'y a pas à manger. Même les faux Kananga là-bas, le général Kibonge peut témoigner, il venait souvent gouverneur. À ce moment-là, je vais chercher quelques chèvres, la farine pour les ndakala pour les nourrir. Tshibangou, c'était mon jeune frère. Et souvent, quand le général Obed n'était pas là comme commandant de la région militaire, Tshibangou venait assister au conseil de sécurité, parce que le conseil de sécurité provincial, il y avait le gouverneur, il y avait les commandants de la région militaire, il y avait l'ANER, enfin, je dis toute la machine sécuritaire. Et donc, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est vraiment un jeune frère. Et qu'on l'envoie ici, vous voyez, quand on met les jeunes frères contre les frères pour les arrêter, leur faire du mal, ça démontre que la société est véritablement en dégénérescence, quoi. Hubert Kabasou-Babou, vous, ancien gouverneur, ancien maquisard d'une certaine manière, ayant été à la tête du RCD, le puissant mouvement armé de l'Est de la République, ancien gouverneur scientifique, vous vous retrouvez aujourd'hui en exil, traqué comme une petite souris, obligé de se cacher à gauche et à droite. Et tout ça orchestré, organisé par Tshisekedi, un homme que vous peignez vous-même comme quelqu'un qui a quand même quelques retards en termes d'opérationnalisation de la gouvernance, etc. etc. Comment expliquer que des gens comme vous, des gens comme Kabila, des gens comme François Béat et les autres, qui visiblement sont intellectuellement rompus, bien structurés, n'aient pas vu ces messieurs qui aujourd'hui se présentent en mastodonte et qui fait peur et qui fait trembler tout le monde? Est-ce que vous l'avez minimisé? Vous l'avez pas pris au sérieux? Comment analysez-vous le fait que Tshisekedi fait trembler les gens aujourd'hui, alors que lorsqu'il prend le pouvoir, on le présente comme un idiot, comme un monsieur inintelligent? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, aujourd'hui, vous savez, en sciences politiques, et je pense que c'est également la même chose en sciences sociales, la phénoménologie ou l'occurrence
des phénomènes, des dynamiques, des contradictions dans les systèmes politiques. C'est au fil du temps qu'il y a des dimensions nouvelles qui se révèlent, qui démontrent la caducité des dimensions antérieures. Et ces nouvelles dimensions méritent d'être considérées dans une sorte de projection pour savoir qu'est-ce qui peut se passer. Je pense maintenant, nous devons, très honnêtement, nous devons reconsidérer Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi en tant qu'animal politique, en tant que homo politicus. Félix Tshisekedi a démontré qu'il est, je dirais, un véritable animal politique, parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Quand un ancien président de la République, officier des hauts rangs de son État, qui a géré les pays pendant 18 ans, qui a en fait créé l'armée, parce qu'en réalité, il faut attribuer la restructuration de l'armée congolaise, même des services sécuritaires, à Joseph Kabila. Il faut lui reconnaître ça. C'est la vérité historique, personne ne peut le lui nier. Kabila qui a en fait propulsé véritablement une nouvelle classe politique et un nouveau système, les systèmes sécuritaires, qui a géré l'État pendant 18 ans. Kabila aujourd'hui est en exil. Il est aujourd'hui à Goma, cloîtré à Goma, faisant des consultations qui, à mon avis, comme scientifique, sont en contradiction avec la nature même d'une révolution. On ne peut pas faire une révolution et dans la révolution commencer à faire des consultations. On n'a jamais vu Che Guevara quand il est arrivé là-bas, à l'Est, là-bas, commencer à faire des consultations. Ça, c'est nos dimensions. Nous avons un général 4 étoiles. Nous avons des sécurocrates. Nous avou à peu près 6 gouverneurs. Kabassou Babou, Moïse Katumbi, ancien candidat président, Loubaya, Mouyez, nous avons Joé Kabila, André Kimbuta aussi. Hein? André Kimbuta, dont on n'entend plus parler, qui est dehors. Nous avons un ancien Premier ministre, le meilleur que nous avons eu dans l'histoire du Congo post-colonial, Matata Ponyo, qui est aujourd'hui en exil. Nous avons le célébrissime Pero Louara, qui se cache quelque part à Bruxelles. Et donc, il faut se poser la question. Il faut se rendre à l'évidence qu'effectivement, Tshisekedi a fait montre de capacité de neutralisation de ses adversaires. Il faut reconnaître ça. Parce que vous savez, j'ai toujours en ma mémoire cette conceptualisation encore très fraîche et qui s'est véritablement encastrée dans mon système cérébral quand l'illustre professeur Mulumba Tingasha de l'UNULU, dans son cours de sociologie politique, et d'abord introduction à la science politique, 1 et 2, et puis sociologie politique, il parle du pouvoir comme le pouvoir est la capacité que possède un individu ou un groupe d'individus de faire triompher leur volonté au sein d'une relation sociale et, tenez-vous bien, ce qui vient après, quel que soit ce sur quoi cette capacité est fondée. Cette capacité peut être fondée sur le sexe, sur l'intelligence, sur l'armée, sur la force, sur la tyrannie, sur la dictature, etc. Oui, et sur le tribalisme, etc. Donc, ce qui est important là-bas en ultime instance, le pouvoir est une capacité brute. Tu vois, le pouvoir devient, maintenant quand il est civilisé, comme dirait Max Weber, le pouvoir rationnel et bureaucratique des États modernes, il devient un pouvoir d'intelligence, un pouvoir de droit, un pouvoir de principe et de la normativité. Mais la vérité ici, c'est que Félix Tshisekedi a fait preuve de la capacité de faire triompher sa volonté, de dompter, je veux dire, les pseudo-élites dysfonctionnelles. Non, mais qu'est-ce qui se passe, lui qui était présenté comme un idiot, comme un écervelé, comme quelqu'un... Justement, j'en viens. Comment vous n'avez pas vu venir, Kabassou Babo? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai vu venir. Parce que vous le savez très bien, je dois le dire, hein, la première fois que Félix Tshisekedi, comme président de la République, a eu une rencontre avec le gouverneur, parce que je suis un ancien président de l'association des provinces élu par les autres gouverneurs, notamment Kimbuta, Moïse Katumbi avait délégué les vieux Kungu à l'époque, Mbati Mbacha et les autres. Lorsque j'ai conçu la note conceptuelle, j'avais travaillé à l'époque avec Ndeko Basile, lorsque j'ai conçu la note conceptuelle qui a débouché sur le premier séminaire qui a eu, la première rencontre qu'il y a eu entre le président Tshisekedi et les gouverneurs de province en 2019, il était question de mettre en place, d'interagir l'équipe des penseurs stratégiques qui étaient autour de Basile, qui devaient maintenant interagir avec la présidence pour concevoir le nouveau système de gouvernementalité ou de gouvernement en RDC. Lorsque j'ai vu
les propos, j'ai entendu les propos et j'ai vu le comportement des gens qui étaient autour de Tshisekedi, et Ndeko Basile peut témoigner, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème sérieux. Et deuxièmement, lorsqu'il y a eu violation de la Constitution, je crois de l'article 81, lorsque les gens qui étaient autour de Tshisekedi ont conseillé pour qu'il envoie le vieux Ilunkamba en promenade à Lubumbashi, et lui, il est resté signer des ordonnances pour nommer des généraux, etc., etc. À partir de là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème sérieux. Et lorsqu'il a dit qu'il va déboulonner, j'ai dit qu'il y avait un problème sérieux. J'ai commencé à dire aux gens du FCC, parce que j'avais participé comme expert à l'un de leurs séminaires dans le Bas-Congo là-bas. Je ne me rappelle plus l'endroit. L'endroit appartient à l'ambassadeur Gonda. On a commencé à leur dire... Qui sont tout là-bas. Qu'il y a une déviance majeure, il y a une propension d'un présidentialisme impérial. Je me rappelle que notre vieux Lambert Mende aimait bien ce concept-là. Un jour, il m'a même offert une bouteille de vin. Il aimait bien ce concept. Je le salue en passant, le vieux Mende. J'aime bien sa puissance de rhétorique. Mende, sur le plan, je dis, la rhétorique, Mende, Kwebe Kimpele, c'est des gens que nous, quand on était jeunes, on admirait. On admirait beaucoup. Alors, je commence à parler de présidentialisme impérial. Je disais que donc, on est en train de glisser de la normativité du semi-présidentialisme encastré dans la Constitution à un présidentialisme impérial, monarchique, absolu. Les gens des FCC ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Je vais un jour vous envoyer les vidéos que j'ai commencé à produire. Je suis le premier à commencer à produire des vidéos sur WhatsApp en fin 2019, début 2020. Et ils ont voulu m'arrêter, surtout lorsque j'ai dit qu'on devait auditer la présidence, lorsqu'il y avait commencé à avoir des dépassements. J'avais vu tout cela, je voyais venir. Et ils voulaient m'arrêter, ils complotaient pour m'arrêter. Et les amis qui sont dans les services m'ont dit, vieux, je valise na tambola. Na tambola, na ordinateur, na bima, na valise à tati, na passeport, na ordinateur, na bima. Donc, moi j'ai vu venir. Et j'ai continué à dire, maintenant ce que je voulais souligner, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, je veux dire en regard rétrospectif, on doit se dire que c'est vrai, Tshisekedi, il y a eu déviance par rapport au pacte républicain de Sun City, par rapport à la normativité constitutionnelle, coup d'État institutionnel, etc., etc. Mais aussi, on doit reconnaître que nos frères du FCC en particulier, ils avaient gardé cette propension à la condescendance, au nombrilisme, pensant que eux, ils étaient omnipuissants et qu'ils allaient continuer à garder Tshisekedi dans une case. Alors qu'on leur disait, faites attention. Le monsieur a dit, il va vous déboulonner. Faites attention. C'est maintenant. Mais est-ce qu'ils avaient la possibilité à cette époque-là d'éviter que Tshisekedi... Non, parce qu'à cette époque-là, ils avaient encore le contrôle de la sécurité, etc. En faisant quoi? En faisant un coup d'État, en tuant Tshisekedi? Qu'est-ce qu'ils devaient faire à cette époque-là? Non, la première option, c'est vrai que la première option était celle, particulièrement lorsque... D'abord que je dis ceci. La condescendance, l'illusion de l'omnipotence qui continue a fait qu'ils étaient obnubilés, ils n'ont pas vu venir le coup que Tshisekedi préparait. Par exemple... Qu'est-ce qu'il fallait faire? À cette époque-là, il fallait opérer un peu comme Roubaix l'aurait fait à l'époque de 1+4. Ça veut dire aller chercher les présidents sages de la région ou qui aiment bien le Congo pour qu'ils puissent avoir une rencontre, notamment avec le président qui avait, n'est-ce pas, parrainé les deals, une rencontre qui puisse permettre, n'est-ce pas, d'harmoniser lorsque les fissures étaient encore faibles. Malheureusement, autant Tshisekedi avait adopté déjà le schéma de le déboulonner, autant en face de lui, les caciques du FCC gardaient toujours leur condescendance, obnubilés par leur impression d'omnipotence depuis 18 ans. Ils pensaient qu'ils allaient contrôler et malheureusement, le pouvoir leur a filé entre les doigts. Et maintenant, voilà, on se retrouve tous en exil et les gens commencent à me dire « Tu avais vu loin, tu avais raison, on aurait dû agir à cette époque-là. » Donc, ils ont minimisé d'une certaine manière Tshisekedi et tout ça. Ils ont non seulement minimisé, mais je pense qu'ils l'ont mal calculé, ils l'ont mal évalué et leur faculté de cognition politique, je sais que le terme est un peu technique, mais ça veut dire leur regard sur Tshisekedi
connaissait des distorsions cognitives, illusion d'omnipotence des 18 ans. Vous parlez de quoi là? Vous parlez des MOVA, des Néhémie Non, Mulania, vous parlez de manière générale. Les FCC de manière générale a été aveuglé par cette sorte de fausse conscience d'omnipotence. Et malheureusement, cette tare-là continue jusqu'aujourd'hui. Malheureusement. Et voilà où est-ce qu'on en est. Voilà où est-ce qu'on en est. Non, mais ça c'est quand même grave. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que Kabila et son FCC n'ont pas tiré des leçons du passé et des déboulonnages? Ils continuent à être condescendants, même en étant en exil et à l'étranger? Mais on regarde les mêmes tares sont là. Les mêmes tares sont là. Regardez, aujourd'hui, mon frère, je ne sais pas, le Congo, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, on est à une phase post-Washington, post-Doha, mon frère. Regardez, même si le régime de Kinshasa et AFC 123, de manière, je veux dire, aux yeux du public, disent non, nous ne sommes pas d'accord avec le projet de l'accord, mais ça veut dire le matériau, les grands paramètres, les indicateurs, les référents, projets d'accord sont là. Aujourd'hui, on est à une autre phase où les parties prenantes majeures discutent du contenu et du contour de l'accord. Voyez-vous? Et où est les FCC dans ces débats? Nulle part. Où est l'opposition dans ces débats? Nulle part. On parlait d'une rencontre, ça fait 2 mois qu'on parle de ces rencontres. L'opposition est brumeuse, fragmentée, incapable de s'homogénéiser pour dire voici notre cahier des charges. Et elle est à la traîne. Alors qu'aujourd'hui, l'opposition devait déjà avoir eu son cahier des charges, ses desiderata, et devrait être en mesure de mobiliser, d'identifier les présidents africains, notamment ceux qui sont dans le projet, dans la démarche de l'Union africaine, le Togolais Fort Gnassingbé, le vieux, comment il s'appelle déjà, Obasanjo, et même Thabo Mbeki, et d'autres présidents africains, même le président marocain. Le président marocain, la tradition des présidents marocains, c'est la tradition des gens qui aiment le Congo, qui aiment les Aïe, Ketani, Mohamed, tout ça. Ils aiment le Congo. Ces présidents, ils pouvaient bien les contacter, les mobiliser, dans l'essence de dire nous avons déjà un cahier des charges, il faut faire pression sur le président Tshisekedi, il faut faire pression sur l'AFC pour que le dialogue, je dis inclusif, puisse avoir lieu. Aujourd'hui, ils sont à la traîne. Ils sont à la traîne. Ils n'ont même pas un cahier des charges. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent. Voilà. Alors que le régime de Tshisekedi, il faut reconnaître, a fait déjà un progrès. On est parti d'un Tshisekedi radical qui disait qu'il ne veut jamais rencontrer Kagame, qu'il le rencontrait seulement au ciel. Un Tshisekedi qui disait qu'il ne rencontrait jamais les pantins. Maintenant, ils ne sont plus des pantins. Donc, l'AFC M23 est déjà validé. Et l'AFC M23 n'est plus un simple mouvement rebelle aux yeux des experts, aux yeux des organisations internationales. C'est un partenaire pour le processus de paix en RDC. Et malheureusement, ceux qui ont eu le pouvoir pendant 18 ans, on n'entend pas leur voix. Vous m'amenez justement à ouvrir ces dossiers des négociations Doha et puis Washington. Je me rappelle que après les négociations ou après la signature entre le Congo et le Rwanda à Washington, je vous ai eu ici, vous avez dénoncé cet accord en disant que c'est un bradage de ressources de la République démocratique du Congo. Mais ça fait quand même quelques mois aujourd'hui que ces accords ont été signés. Vous qui êtes un spécialiste dans le domaine minier, etc., parce que je rappelle quand même que vous avez été un mandataire au CESC, Centre d'expertise et d'évaluation des matières précieuses et semi-précieuses, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux? Commençons d'abord de cette affaire de Washington avant de prendre son autre appendice qui est Doha. Est-ce que vous pensez que on vit le statu quo? Est-ce que vous pensez que les tonitruants Donald Trump peut se réveiller un matin nous surprendre, ou on est toujours à la case des départs, là où on était lorsqu'ils ont signé les accords, entre guillemets les accords? Donc je pense qu'on a beaucoup évolué et il y a accumulation de paramètres, d'enjeux nouveaux. Je pense que les Congolais du régime et surtout AFC M23, et une certaine frange de l'opposition sont encore dans des projections oniriques, dans des rêves. Ils ne comprennent pas, je vais dire, la puissance géopolitique et géoéconomique qu'il y a derrière, les enjeux qu'il y a derrière
je veux dire, le triangle Maison-Blanche, Émirats Arabes Unis, ça veut dire Dubaï, Abu Dhabi et Doha. Ils ne comprennent pas les dynamiques puissantes et écrasantes qui sont derrière. Premier facteur, c'est qu'au moment où nous parlons, moi et vous, et que nos compatriotes et les amis du Congo nous suivent, l'entreprise Primera Metals, dont d'ailleurs le deal premier est venu de Kao Mandungu, l'ami de Tshisekedi, il y avait Primera Metals et Primera Gold. Déjà en 2022, Primera Metals des Émirats Arabes Unis qui sont dans des transactions financières, dans des investissements avec Trump. Donc, Primera Metals a déboursé 1,9 milliard de dollars américains depuis 2022, sans compter les commissions que Kao Mandungu et d'autres conseillers de Tshisekedi ont pu avoir de cette transaction-là. Donc, au moment où nous parlons, Primera Metals des Arabes des Émirats Arabes Unis, Primera Metals basé à Dubaï, et les propriétaires de toutes les concessions minières, multiminiers, j'avais déjà expliqué ça une fois, je ne vais pas aller dans le détail, de wolframite, d'or, de pyrochlore, des aérites, etc., dont tous les grands Kivu. Ça veut dire Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Au moment où nous parlons, Tshisekedi l'avait déjà bradé à cette époque-là. On avait, c'est depuis 2022, j'avais fait une vidéo là-dedans. Vous savez, c'est vraiment très décourageant et inquiétant. Les FCC et les autres opposants, et même la société civile, il n'y a jamais eu d'assises même pour dire évaluation scientifique en amenant certains experts comme les Bob Kabamba et les autres. Nous avons un grand professeur de sciences politiques qui est très respecté aux États-Unis, que je respecte aussi beaucoup. Il m'inspire, François Kisangani et Mizet. Et nous avons Nzongo Lantalaja, que le régime de Tshisekedi en quelque sorte, je veux dire, négligé. On peut appeler tous ces profs-là pour faire une évaluation scientifique de ces 7 ans de Tshisekedi par rapport à ces mines. Et donc, laissez-moi rentrer sur l'affaire Donc, le gouvernement congolais, l'État congolais, théoriquement, a eu 1,9 milliard. Dieu seul sait dans quel compte on a mis ces 1,9 milliards-là. En dehors des commissions ou des pieds-à-porte. Ça, c'est des 1. 2, j'avais fait une autre vidéo. Parce que comme je suis spécialiste des finances de mines, parce que j'étais aussi non seulement ADF, directeur financier du CEC, mais j'ai été aussi, à l'époque j'avais, je crois, peut-être 27, 28 ans, j'étais chef du département étranger de l'Union européenne des banques à Lubumbashi. Et d'ailleurs, mon gérant, c'était Feu Constantin Chiombo, les grands frères de François Beya. Et donc, on faisait les exportations de minerais, de la Gécamine, de l'autre entreprise qui était l'entreprise japonaise là-bas. Bon, ça va venir. Et donc, j'ai fait une vidéo, dans la recherche, j'ai fait des vidéos. L'autre entreprise des Émirats Arabes Unis, qui s'appelle International Resources Holding, qui, elle, est basée à Abu Dhabi, a acheté des actions pour plus de 368 millions de dollars américains, dont Alpha Mine à Bissier. Je pense que le troisième gisement, le plus grand gisement, un des plus grands gisements d'étain au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Qatar et Émirats Arabes Unis, ça veut dire Primera Metals, Dubaï, International Resources Holding, Abu Dhabi, ils ont investi là-bas 2,2 milliards de dollars dans les Kivu. Et maintenant, depuis 2022, les Arabes de Dubaï n'ont pas été en mesure d'exploiter. Ils ont exploité un peu parce qu'ils avaient aussi Primera Gold. Ils ont construit une raffinerie à Bukavu, qui est aujourd'hui gérée par l'AFC 123. On ne le dit pas souvent, mais il y a une raffinerie d'or à Bukavu. Maintenant, ils ont 2,2 milliards de dollars investis dans les Kivu. Et depuis 2022, l'entreprise Primera Metals n'est pas en mesure d'exploiter ces gisements de Sakima. Et donc maintenant, il y a eu une interaction entre les Arabes de Dubaï, Abu Dhabi, Doha, avec la Maison-Blanche. Et vous savez que la Maison-Blanche, Trump
et ses enfants ont des compagnies à Doha, et les gens de Doha avaient offert même un grand avion au président Trump, et aussi le président Trump et ses enfants et ses associés ont investi dans des terrains de golf, etc., etc. Donc, il y a cette dynamique géopolitique, géoéconomique, États-Unis, Moyen-Orient, que les Congolais ne comprennent pas. Et en dehors de ça, les Arabes de Qatar, donc Doha, ont investi pour plus de 2 milliards de dollars américains ou 3, dont la construction de nouvel aéroport au Rwanda. À Kigali, au Rwanda. Mais c'est l'argent, c'est un emprunt. Et donc, Rwanda Airways est censé rembourser cet argent. Or, Rwanda Airways, puisqu'il y a la guerre au Congo, Rwanda Airways ne peut pas opérer au Congo, Rwanda Airways ne peut pas survoler le Congo, Rwanda Airways est sur une piste de la faillite. Donc, le Congo est dans cet étau, dans cet engrenage-là. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce sont ces forces-là, géopolitiques, géoéconomiques, qui font pression à la fois sur Tshisekedi et qui vont, si l'AFC M23 ne fait pas attention, ces forces-là vont l'écraser. Parce que nos amis à Goma disent non, nous sommes puissants, nous avons des armes. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le Rwandais réalise qu'ils ont une grosse perte devant eux qui défilent devant l'horizon. Si les gens de Doha disent que, écoutez, nous avons prêté plus de 2 milliards pour construire votre nouvel aéroport. OK? Mais entre-temps, votre entreprise rwandaise est sur le plan de la faillite. Vous devez arrêter les soutiens à AFC M23. Qu'est-ce que le Rwanda va faire? Le Rwanda aura les ailes, je veux dire, coupées. Dans cette évolution géopolitico-économique, etc., vous sentez que l'AFC est distrait et ils sont en danger d'une certaine manière? Non seulement l'AFC, même l'opposition. Ils continuent à croire que non, l'AFC va évincer Tshisekedi. C'est pas si facile. C'est pas si facile. Puisque Tshisekedi, le gouvernement congolais a plus de 2 milliards de Arabes. Vous allez faire comment? Qui êtes-vous pour... et de l'autre côté, en fait, AFC M23 est en étau. Parce que le Rwanda, les Rwandais, j'ai été secrétaire d'État du RCD, nos frères du Rwanda là-bas, on connaît comment ils réfléchissent. Ils ont à perdre parce qu'ils ont 2 ou 3 milliards de Doha. De Doha, je veux dire, du gouvernement de Qatar, des Émirats de Qatar, pour moderniser, pour construire leur nouvel aéroport. Voyez-vous? Et l'argent là, ils doivent rembourser. Mais maintenant, l'entreprise qui doit aider pour rembourser cet argent-là, Rwanda est pratiquement en train de connaître la faillite parce qu'il ne peut pas opérer au Congo, parce qu'il ne peut pas survoler le Congo. S'il contourne, c'est des frais additionnels. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a 2,2 milliards des entreprises des Émirats Arabes Unis bloquées. Ils ne savent pas fonctionner parce qu'il y a AFC M23. Et je voulais aussi relever une dimension ici. Vous avez appris il y a quoi, 2 ou 3 semaines que dans la guerre du Soudan, ceux qui sont comme les autorités centrales du Soudan ont bombardé un avion dans lequel il y avait des mercenaires colombiens. Ce qui se passe, c'est que Eric Prince, il ne faut pas minimiser Eric Prince. Il ne faut pas minimiser Eric Prince. Eric Prince a travaillé avec CIA, Eric Prince a travaillé avec le Pentagone, Eric Prince a travaillé avec US Navy, et donc il ne faut pas le minimiser. Eric Prince travaille avec les Arabes des Émirats Arabes Unis. On amène les Colombiens à Dubaï, on les recrute en disant qu'ils vont là-bas pour sécuriser les entreprises, le puits de pétrole et les raffineries. Et puis, ces Colombiens se retrouvent dans les rangs comme mercenaires de, je crois, Rapid Response, je crois, Army, les gens qui se battent au Soudan. Et de là à les amener en RDC, il y a déjà des informations selon lesquelles on les recrute, on les prépare. L'avantage de Tshisekedi comme animal politique, c'est ça, il faut... Vous savez, en relation internationale, ce n'est pas mon frère ami Mova qui va me contredire. Il y a un paradigme analytique qu'on appelle le realism, realism en relation internationale. Il faut voir le rapport de puissance qu'il y a. Aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas comme à l'époque de Kabila. Kabila avait pris un État qui n'existait pas. En fait, un État, comme on l'appelait, collapsed, fragmented, l'économie détruite. Aujourd'hui, Tshisekedi a les cash flows. On a un produit intérieur brut qui va dans les 70 milliards de dollars américains. Si vous prenez une pression fiscale de 10-20%, donc Tshisekedi a les cash flows dans les plus de 10 milliards de dollars américains, des cash flows dont, je veux dire, dans le panier du trésor public que Tshisekedi peut utiliser
pour recruter le mercenaire le plus caïd. Voyez-vous? C'est pourquoi, dans ces contextes, c'est dans l'intérêt de l'opposition civile de se mobiliser, d'organiser leur rencontre le plus vite possible afin d'avoir un cahier des charges, identifier les acteurs internationaux qui peuvent faire fléchir Tshisekedi. Il faut qu'on voit un groupe d'opposants. Les gens doivent assumer, mon frère. Les gens doivent assumer. Joseph Kabila doit assumer. Il doit quitter Goma au bord du lac, en train d'être, je veux dire, bercé par les champs des eaux ondulants, les vagues ondulantes dorées du lac Kivu, se mettre debout avec Moïse Katumbi, Franck Diongo et les autres, se mettre debout, qu'on les voit ensemble. Ils articulent un cahier des charges. Sun City peut aider, il y a des batteries de Sun City qui peuvent aider, et identifier les acteurs internationaux qui peuvent faire pression sur Tshisekedi. On a vu Sadek se rencontrer à Antananarive, l'opposition congolaise n'était pas là-bas. L'opposition congolaise n'était pas là-bas. Nos frères de l'AFC M23, vous voyez maintenant, aujourd'hui les Américains parlent ils ont saisi les conseils de sécurité pour une réunion urgente pour traiter des violations de droits de l'homme à l'est de la RDC, et vous avez vu, il y a eu plusieurs actions, notamment du Trésor, contre certaines organisations opérant à Roubaïa. Et donc, les personnalités, personnes et entreprises qui sont en interaction commerciale ou économique avec AFC M23 sont aujourd'hui en train d'être tracées par les Trésors et certainement par CIA. Donc, je ne comprends pas que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir ces dialogues inter-congolais, je disais... Donc, à vous entendre parler, actuellement, on est plus vers une victoire de Tshisekedi plutôt qu'une victoire des M23, si on doit le dire. Je pense qu'il y a plus de contraintes sur AFC M23. Regardez, il y a plus de sanctions. Il n'y a aucune sanction sur Tshisekedi. Aucune. Aucune. Les sanctions continuent à pleuvoir sur AFC M23. Sur le plan militaire, c'est vrai, dans certaines contrées, AFC M23 est en train de déboussoler les Ouazalendo, mais Tshisekedi a le cash flow. Il a le personnel politique, porteuse, le personnel politique porteur de rentabilité électorale et politique avec lui. Quelqu'un comme Bahati Lukwebo, c'est un pilier politique. Quelqu'un comme Kamere, c'est un pilier politique. AFC M23 n'a ni Kamere ni Bahati. À l'époque du RCD, on avait de personnalités politiques. On avait les Mende, on avait les Tambo Mwamba, on avait les professeurs Lunda Boulou, etc. à l'époque du RCD. Mais aujourd'hui, AFC M23, bien que personnellement, je continue à soutenir que l'AFC M23 est véritablement une force révolutionnaire qui a pu permettre de contrecarrer les élans absolutistes de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, après Washington et Doha, il faut relire objectivement la situation, il faut remodeler l'action, il faut réorienter l'action par rapport aux enjeux, par rapport aux contraintes qui s'imposent aujourd'hui. Voyez-vous? Et c'est la même chose avec Félix Tshisekedi. Le fait d'avoir proposé un deal aux Américains ne l'immunise pas contre un coup d'État. Aujourd'hui, avec tous ces généraux qui sont frustrés, j'ai appris, ou j'ai vu dans les news qu'il y a une vingtaine ou une quarantaine d'officiers supérieurs qu'on a convoqués. Beaucoup d'officiers supérieurs sont en train d'être frustrés. Et donc, il va certainement y avoir des officiers tellement frustrés, craignant pour leur vie, qui pourront anticiper sur leur neutralisation et neutraliser eux les premiers. Donc, le fait d'avoir signé un deal avec les Américains n'immunise pas Félix Tshisekedi contre une action de ce genre-là. Mais il y a aussi le soulèvement populaire. Aujourd'hui, on parle de la marche de plus d'1 million d'individus pour reproduire un peu le 16 février 1992, lorsque Mobutu avait fermé, Mobutu d'ailleurs, c'était pas Mobutu comme tel, c'est fut plutôt Ngouz Karlibonde, dans sa folie, je vais dire, d'opposants qui avait trahi l'opposition, l'Union sacrée, qui était parti se faire nommer Premier ministre. Et donc, il y a aujourd'hui cette possibilité-là d'une marche. Les gens disent, pourquoi? Parce qu'en 2015, Kabila ne pouvait pas organiser des élections.
l'Église catholique, les laïcs, l'opposition, il y avait eu une grande dynamique pour faire pression sur Kabila pour qu'il puisse avoir élection. Et finalement, il y avait eu ce qu'on appelait le format Kojo, les formats... Vous croyez à ces théories développées par Floribert Mouteba qui dit qu'on peut reproduire cette... Est-ce que vous croyez que cette dynamique-là aujourd'hui est encore possible, de sortir 1 million de personnes dans la rue? Qui sera la tête, quand on sait qu'il y a des problèmes de leadership? L'UDPS, entendu comme machine politique à l'époque, qui a profité du cadre donné par l'Église catholique. Vous étiez vous-même là en train de nous expliquer qu'aujourd'hui l'opposition n'existe pas. Tous ces mouvements citoyens qui à cette époque-là étaient nés, les Lucha, les Filimi, etc., les mouvements comme les laïcs là, de l'Église catholique, aujourd'hui, il faut le reconnaître, la République est orpheline de toutes ces organisations d'opposition capables de faire pression à un pouvoir et même de profiter de l'appel de l'Église catholique. Vous pensez que c'est faisable, et ça? C'est faisable. J'ai suivi, moi, personnellement, M. Floribert, je me suis dit, mais ça, c'est une rêverie. Non, c'est pas onirique, c'est faisable. Vous savez, en sciences politiques et en sciences sociales de manière générale, il y a ce qu'on appelle la dimension, un peu pour rester kantien, même si mon frère et ami Manjolo, qui lui est nietzschéen et anti-kantien, mais quand, dans le déploiement de la raison, dans la critique de la raison pure, quand on parle de la dimension, en ce qui concerne le déploiement de la raison, de la conscience, de l'esprit, pour capter, je vais dire, les réalités sociales ou existentielles, la dimension phénoménologique, ce qu'on peut voir avec les sens, mais il y a la dimension nouménale, ce que l'esprit ne peut pas voir. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, l'Église catholique est un peu ballottée et que l'opposition est fragmentée, brumeuse, je veux dire, et masculée, mais ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de force en ébullition dans la société. Et je pense qu'il y a des forces en ébullition dans la société, des frustrations, des souffrances, des peines qui vont atteindre un certain seuil et à un certain moment, ça pourra peut-être ne pas partir de l'Église catholique. Ça partira simplement d'un jeune homme à la place Kimbuta, à Ndjili là-bas, qui est giflé par un policier et puis qui rétorque, ses amis viennent, prennent l'arme du policier et se mettent à tirer sur les gens et puis il y a implosion. Et donc, que ce soit pour Tshisekedi lui-même, surtout pour lui, sa famille politique, pour la société civile, pour l'AFC M23, pour l'opposition civile, la solution la plus rationnelle et la plus morale, c'est celle du dialogue pour la transition inclusive et les élections crédibles en 2028, des élections qui ne seront d'ailleurs plus, qui ne sont plus possibles pour 2028, qui sont aujourd'hui, il faut le dire de manière réaliste, à projeter pour 2030. On parlera de ça lorsqu'on va, on va parler des solutions peut-être pour là, on a pris le volet de Washington. Vous dites que les choses ont évolué. Bon, il faut qu'on se les dise, en vous entendre parler sur l'échiquier de Tshisekedi, il y a quand même un peu plus d'avance aujourd'hui que l'AFC. Mais du côté de Doha, alors, j'ai vu le draft de ce qu'on doit appeler la proposition de l'accord. Je vois les deux parties en train de les boycotter, de le refuser. Même l'AFC, qui semble être le grand gagnant avec ces drafts proposés par la médiation des Qatar, refuse cela. Est-ce que là, on n'est pas en train de nous enliser un peu dans l'affaire de Doha? Comment voyez-vous l'issue de ces négociations entre l'AFC M23 et Tshisekedi à Doha? Vous savez, Doha, les Qataris et leurs cousins de Dubaï et Abu Dhabi ont un gros marteau sur les têtes de AFC M23 et de M. Tshisekedi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'avancée ici, c'est qu'il y a déjà des référents, il y a un contour, il y a des paramètres sur lesquels les gens peuvent discuter. On dit par exemple que le dialogue politique aura lieu en 2026. Encore qu'il parle de dialogue politique, il ne parle pas encore de dialogue inclusif, ce qui pourrait signifier qu'il s'agirait ici, dans ce contexte, dans ce cas de figure, d'un dialogue politique entre les deux parties prenantes qui sont les parties majeures, l'opposition non armée étant à la traîne et réactive. Et c'est le premier point. Et si ce dialogue politique a lieu en 2026, connaissant
les politicailleurs congolais, ça va traîner en longueur, mais pendant 6 mois. Et si c'est seulement entre le régime de Kinshasa et les leaders de l'AFC 1-23, il faudrait d'abord qu'ils harmonisent pour qu'ils puissent maintenant avoir des débats un peu plus ouverts. Ça, c'est des 1. Mais il parle également de l'organisation de l'élection des gouverneurs pour le Nord Kivu et le Sud Kivu en 2027. Voyez-vous, il parle également de la composition d'une unité spéciale qui aura 50% d'éléments des contingents FRDC et 50% d'éléments du contingent AFC 1-23. Ça veut dire qu'ils reviennent à la formule initiale dont avait parlé d'ailleurs le colonel Willy Ngoma quand il faisait allusion, quand il expliquait comment ils étaient partis à Kinshasa et que l'objectif de leur séjour à Kinshasa, entre autres, était de composer une brigade spéciale dans laquelle il devait avoir des éléments de la JR, hein, pas vraiment FRDC, mais des éléments de la JR recomposés avec des jeunes de l'UDPS, etc. Et il parlait également de faire revenir quelques éléments d'une unité de troupes des Bemba de l'époque pour aller combattre les ADF Nalu à l'Est. Voyez-vous? Mais ça constitue déjà un schéma. Ils peuvent dire, bon, nous ne sommes pas d'accord. AFC 1-23, évidemment, peut dire, nous ne sommes pas d'accord. Et le régime de Tshisekedi peut dire, nous ne sommes pas d'accord. Mais au moins, ils ont des référents, ils ont des éléments, des paramètres de débat sur lesquels ils discutent. Ça veut dire qu'ils vont finir par trouver un compromis. Voyez-vous? Vous êtes optimiste, vous pensez qu'on finira par arriver à ces compromis? On va arriver par ces compromis, on va le raboter par-ci, on va le réduire par-là, on va le réconfigurer par ici, mais ça montre déjà dans quelle direction ils sont en train de partir. Ça démontre d'ailleurs qu'on a fait un grand pas. De Tshisekedi qui disait qu'il ne rencontrerait jamais les pantins de l'AFC 1-23, comme il le disait d'ailleurs, ces gens-là, ces pantins là-bas. Et il y a eu déjà un pas. Et puis, non seulement qu'ils se rencontrent, il signe un accord de principe de cessez-le-feu. Et troisième phase, maintenant, on est au point où ils discutent du contenu et des référents du projet de l'accord de paix. Donc, il y a 3 phases majeures. Il y a eu des avancées. Donc, on croise les doigts et on verra bel et bien. Mais vous dites que pour vous, la solution est la meilleure, c'est donc le dialogue. Mais on se rend compte que Tshisekedi, dans sa logique, non seulement qu'il met les bâtons dans le roue de ces dialogues, mais aussi et surtout, il donne l'impression de ne pas le vouloir. Est-ce qu'il a intérêt à avoir les dialogues, M. Tshisekedi, à l'heure où on parle? Qui sera le grand gagnant de ces dialogues? Parce que quand on entend parler de dialogue, on a plus l'impression que c'est l'opposition plutôt que le pouvoir qui appelle à ces dialogues. Non, je pense que c'est là où Kabila, qu'on l'aime pas, apparaît comme un grand homme d'État, comme je préfère plutôt utiliser les termes statesmanship. Il a la qualité de statesman, d'homme d'État, de génie d'État. On appelle statecraft, la construction de l'État. Parce qu'on ne construit pas l'État si au préalable, on ne parvient pas à injecter dans les esprits des acteurs l'essence de la réconciliation. Parce que je suis un ancien de l'Institut supérieur des commerces, donc j'ai étudié la comptabilité, et je suis un ancien banquier. Quand on parle réconciliation, conciliation, ça veut dire qu'on a 2 comptes qui ont acté. Un compte, ce compte a son débit et son crédit. Ce compte ici a son débit et son crédit. Et quand vous faites la conciliation et la réconciliation, vous voulez voir que toutes les écritures qui ont été au débit de ces comptes sont allées au crédit de ces comptes-là. Ceux qui sont passés au crédit de ces comptes sont allés au débit de ces comptes-là. Et il faut les retrouver. Sinon, il y a ce qu'on appelle la discordance. Et donc, M. Tshisekedi a tout intérêt aujourd'hui. D'ailleurs, Tshisekedi est le plus gagnant. Sera le plus gagnant s'il y a dialogue inclusif, transition pluraliste et élection crédible en 2030. Pourquoi? Vous voyez déjà Tshisekedi jusqu'en 2030. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est impossible. On ne va pas les déboulonner, on ne va pas les chasser, Tshisekedi. Mais comment? Si pendant 7 ans, mon frère, pendant 7 ans, un président qui a régné pendant 18 ans, les généraux 4 étoiles, 6 gouverneurs, meilleur premier ministre,
Pero Louara lui-même, excellentissime, célébrissime journaliste de la démocratie, lui-même est caché quelque part à Excel. Vous allez le faire comment? Surtout que maintenant, Tshisekedi n'est plus seul. Ça veut dire que les gens à qui il a vendu le minerai de Sakima pour 1,9 milliard, eux, ces gens-là de Dubaï ont confiance en lui. Ils voudraient qu'il reste. Non mais Kabassoumabo, vous regardez les Congolais aujourd'hui, vous leur dites quoi? Prenez votre mal en patience, Tshisekedi ne partira pas au plus tôt, c'est en 2030. Mais vous allez faire partie comment si pendant 7 ans vous ne l'avez pas fait partir et que maintenant il a Donald Trump, il a des multimilliardaires de Dubaï, d'Abu Dhabi et de Doha avec lui. Vous allez faire partie comment? Maintenant que les Rwandais, nos amis rwandais, bon, je dis souvent nos frères et sœurs rwandais parce que, bon, j'ouvre une parenthèse, je ferme très rapidement. Quand vous voyez, par exemple, ma sœur Yvonne et Makolo, Yolande Makolo, qui sont des Ngandajika, à l'époque de la guerre Baluba, des tantes de mon père qui étaient mariées à nos frères de Baluba de Mboujmaï, quand il y a eu la guerre, mais chez nous, à notre village, nos grands-pères ont dit non, prenez vos femmes, partez avec. Et la tante de mon père là est partie en Ngandajika. Et on rigole comme ça, on dit non, peut-être que les enfants de ma tante là, la tante de mon père là, sont les pères, c'est les pères de Yvonne Makolo et Yolande Makolo. Donc, nos amis là, du Rwanda, ils ont des calculs géostratégiques, géopolitiques. Ils ont 2 ou 3 milliards de gens du Qatar. Ils ont une compagnie aérienne qui était parmi les meilleures. Et qui aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai vu dans un ranking que même l'aéroport là qu'on va construire, il va être en quelque sorte en compétition avec le nouvel aéroport qu'on construit en Éthiopie. Et donc, qu'est-ce que vous pensez? Ils vont soutenir un CM23 au détriment de cet élan, de ce pas de géant de progrès avec l'argent qu'ils ont des Qataris pour cette infrastructure ultra moderne. Et réfléchissez. Donc, Tshisekedi, en termes réalistes... Les anti-Tshisekedi ne vont pas vous aimer aujourd'hui. Hein, mais ils vont pas m'aimer, mais c'est la réalité. Que ça, c'est le désespoir que vous plantez dans les cœurs des Congolais qui n'aiment pas Tshisekedi pour la majorité. Hein. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, c'est impossible. Nous ne pouvons envisager le départ de Tshisekedi qu'après 2030. Oui, à moins que vous boiez les mbas, mais comme il est avec Roland Dalo, avec Mukuna, peut-être qu'il le protège par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Parce que, regardez, de manière très réaliste, si déjà les débats, parce que le 4 mois qui nous reste, on est au mois d'août, il nous reste 4 mois pour finir 2025, ok? Le dialogue n'aura pas lieu. Le dialogue n'aura pas lieu dans les 4 mois. Le dialogue aura lieu, comme ils le disent déjà, dans le draft, dans le projet de l'accord. Le dialogue pourra avoir lieu éventuellement en 2026. Connaissant les Congolais, ce ne sera pas moins de 6 mois. Après 6 mois, maintenant, moi-même, je me rappelle quand j'étais au RCD, après Sun City, après que nous ayons signé l'accord de Pretoria, rappelez-vous, en 2002, pour ramener les officiels du RCD à Kinshasa, ce fut un problème. Je me rappelle toujours que Coco Swing est venu avec un jet spécial pour me ramasser moi, ramasser Rouberois et ramasser Seroufouli. Je suis rentré à Kinshasa au mois de, je crois au mois d'avril ou au mois de mars, au mois d'avril 2003, dans les jets. Je suis assis en face de Swing, à côté de moi, Seroufouli, et à côté de Swing, Rouberois. Il est venu nous prendre là-bas. Parce que les gens ne voulaient, il y en avait qui ne voulaient pas venir à Kinshasa et qui disaient il n'y a pas de garantie, etc. Donc, même s'il y a, je veux dire, un dialogue inclusif pendant 6 mois et que finalement on a un accord inclusif comme celui de Pretoria, pour ramener les gens à Kinshasa, ça va être un problème. Ça pourra nous prendre encore 3-4 mois. Donc 2026 fini. Si on commence la transition pluraliste avec un gouvernement d'union nationale, maintenant il faudra, l'un des défis, c'est
désigner les nouveaux animateurs de la CENI, parce qu'on ne va pas faire la CENI, on va pas faire les élections avec ces animateurs qui ont donné une majorité démentielle à l'Union sacrée au Parlement. Ce ne sera pas avec cette équipe de la CENI. Donc il faudra un long processus encore pour désigner les nouveaux animateurs de la CENI. Maintenant, il faut encore du temps pour pouvoir stabiliser les zones qui ont été, je dis, perturbées par la guerre et quelques reconstructions et permettre à la CENI de déployer son matériel. Voyez-vous? Et il y aura des réformes à implémenter. Donc, ça ne nous prendra pas moins de 2 ans. Donc, la projection la plus réaliste, des élections crédibles avec une nouvelle équipe de la CENI, impérativement, absolument, et les innovations, la réforme, notamment, nous proposons les systèmes d'audit des opérations de la CENI et les systèmes d'audit de vote avant publication par une firme d'audit internationale. C'est un système qui est utilisé aussi par les Sud-Africains et d'autres pays. Et donc, la projection la plus logique, la plus réaliste, c'est au moins en janvier 2030. Donc ne comptons pas sur les M23, ils viendront pas à Kinshasa. Oubliez cette histoire de M23. Tshisekedi a visiblement déboulonné, Tshisekedi entre guillemets l'idiot qui a déboulonné tout le monde, des gens qui l'ont minimisé. Donc prenez votre mal en patience, pas avant 2030. Hein. Mais oui, pas avant 2030, mais ce qui est aussi vrai, c'est que cette élection-là, c'est sans Tshisekedi. Je veux dire, l'élection 2030, Tshisekedi aura consommé ses 2 mandats, il ne va plus revenir. Donc, ça, c'est clair. Et d'ailleurs, je pense que ça va être l'un des points chauds de débat s'il y a dialogue inclusif. C'est le fait que M. Tshisekedi ne peut plus se présenter parce qu'il y a, d'ailleurs, doublement, il y a un double précédent, il y a une double jurisprudence, en quelque sorte. Parce que le premier aspect de ce précédent est le fait que, sous Kabila 2014, quand il ne pouvait pas organiser les élections en 2015, non seulement que l'opposition s'était réunie pour faire des pressions au plan international, c'est que l'opposition est aujourd'hui incapable de faire. Et donc, il y a eu toutes ces tractations et donc on a accepté, tout le monde était d'accord, même l'UDPS, Tshisekedi lui-même était candidat à Premier ministre, rappelez-vous, les discussions, les pourparlers à Ibiza, etc., etc. Et donc, on avait accepté, je veux dire, en 2015, 3 ans, avec Tchibala, Badibanga, Premier ministre. Donc, la classe politique avait accepté. Donc, il y a un précédent et une jurisprudence. Ça, c'est des 1. Mais l'autre jurisprudence, c'est que pendant cette époque-là, pendant les 3 ans là, donc on a dit qu'il y avait eu perturbation. D'ailleurs, c'était l'argument qui avait été utilisé par les kabylistes pour dire non, il y a eu perturbation avec M23, CNDP, je crois, M23, 2012, etc. Et donc, il ne peut pas y avoir d'élection. Mais l'autre argument également, c'était que, je pense que c'est le troisième aspect de cette jurisprudence, c'était que on disait que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection de l'autre nouveau président élu. Et voilà. Moralement, autant nous déployons la rigueur analytique et morale principielle vis-à-vis des Tshisekedi, autant nous devons, déployer la même rigueur de l'analyse logique vis-à-vis de ses adversaires. Donc, c'est la même chose. Autant aussi à Sun City, on avait dit, les gens avaient commencé par dire, à Sun City, nous sommes tous égaux, Kabila ne peut pas être président, d'ailleurs, il n'est pas légitime, personne ne l'a jamais élu, donc il ne peut pas être président, et nous allons élire un président à Sun City. Mais les gens de Kabila, en 2002, je me rappelle, j'étais dans la délégation du RCD, mais les gens de Kabila ont dit, mais vous dites que Kabila ne va pas être président pendant la transition, en vertu de quoi? Vous avez quelle légitimité? Voyez-vous? Et finalement, on a trouvé un compromis. Bon, Kabila reste président, mais on lui colle 4 vice-présidents. Et heureusement, Kabila était lui-même catalyseur. Kabila était lui-même catalyseur de ces processus de dialogue intercongolais. Rappelez-vous, d'ailleurs, vous-même, vous le soulignez assez souvent, quand Kabila arrive, les caciques de Mzé, moins les Congolais, les autres, ils avaient même scellé les bureaux de Massiré, etc. Donc c'est Kabila lui-même qui a impulsé le dialogue. Donc, les gens ne peuvent pas dire non, nous allons faire la transition sans Tshisekedi.
On va vous balancer tout de suite que non, mais écoutez, Kabila aussi, en 2002, on avait dit qu'il ne pouvait pas être président, mais finalement, on a trouvé qu'il pouvait être président. Et ça, c'est de un. Mais de deux, il y a aussi la réalité des élections elles-mêmes, puisque je pense que l'un des points les plus complexes et les plus délicats, c'est celui des nouveaux animateurs de la CENI, de la logistique de la CENI, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'état des machines à voter. Quel est l'état des machines à voter? Où sont les machines à voter? Les bureaux de la CENI, l'administration de la CENI, quelle est la situation? Personne ne sait. Où sont les machines? Elles sont dans quel état? Personne ne sait. Il ne faudra pas encore qu'on vienne avec l'autre arnaque pour dire que non, les machines sont toutes abîmées, il faut encore dépenser, je ne sais pas moi, 500 millions de dollars pour acheter d'autres machines. 500 millions de dollars, on en a besoin pour le développement. C'est d'ailleurs le débat entre les dépenses électorales et la priorité du développement. Mais le troisième élément, c'est dire, par exemple, non seulement la nomination, la désignation et la nomination de nouveaux animateurs de la CENI, mais l'introduction des réformes permettant de produire des élections crédibles, des résultats crédibles, notamment le double audit opérationnel et des résultats des élections par une firme d'audit internationale, Accenture, KPMG ou Cooper Price Waterhouse, comme le font beaucoup d'autres pays. Et donc, tout ça là, ça nous prend au moins, en fait, 2026, 2027, 2028 et 2029. Quand je dis 2030, ça veut dire que les élections peuvent avoir lieu début 2030. Ça ne veut pas dire que ça sera fin 2030. Mais dans votre analyse, il y a un élément que vous omettez, que vous d'ailleurs, vous avez souvent relayé avec les Congolais, c'est un problème de leadership. Quand on vous entend parler, on a l'impression que Tshisekedi a suffisamment pris le pas sur le plan diplomatique avec les Américains et notamment et les Qataris. Et les Arabes. Mais Kabasubabo, ce n'est pas vous qui nous aviez rappelé à l'époque ici que les Américains vont très vite se rendre à l'évidence qu'il y a un problème de leadership à l'interne, qu'il sera difficile de voir, des dealer et de faire les affaires avec une gouvernance aussi boueuse que celle de M. Tshisekedi. Je me rappelle que c'est vous. Est-ce que cette donne-là ne peut pas jouer contre Tshisekedi aujourd'hui? Vous pensez qu'il a rattrapé rattraper le retard des questions de leadership et de gouvernance au point d'être un meilleur interlocuteur aujourd'hui à l'endroit des Américains et des Arabes? Rappelez-vous, parce que les gens semblent oublier l'histoire, mais ça nous rattrape toujours. Rappelez-vous le premier mandat du président Trump, quand Tshisekedi prenait le pouvoir. Les gens ont souvent oublié que dans les tractations, la Maison-Blanche, le Pentagone, les départements d'État et même CIA avaient des réunions régulières. Il y a un gros article là-dessus dans Foreign Affairs. Si vous allez sur Google, ceux qui lisent Foreign Affairs ou qui reçoivent les mails peuvent dire ils avaient refusé Tshisekedi. Mais les gens comme les Nagy, les Peter Pham, les Hammer, de certains conservateurs, certains faucons conservateurs sont venus influencer en faveur de Tshisekedi. Et lorsque Hammer est venu, Peter Pham est venu, l'antagonisme que Peter Pham et Hammer ont injecté dans Tshisekedi contre Kabila, c'était qu'il fallait neutraliser Kabila pour la corruption dans les mines, etc., etc. Mais non, cette faiblesse-là, d'abord ça c'est un élément. Mais non, quand on parle de deal américain, ces mêmes gens-là, les Nagy, les Peter Pham, les Hammers et leurs amis, étant au courant, étant conscients de cette déficience des gouvernances avec leur réseau, vous avez vu comment on a arrêté notre frère Kaboué Loulou et qu'on l'a arrêté pendant plusieurs jours. Et dans la foulée, aujourd'hui, on nous parle de 600, je ne sais pas, à moins que je me trompe, on parle de 300 ou 600 carrés miniers qui avaient été illégalement vendus, qu'on a pu récupérer. Tout cela procède d'une démarche tendant à démontrer que dans la gestion, dans la gouvernance minière, on tente de mettre de l'ordre et qu'on a quelque chose à offrir. Voyez-vous? Et donc, Tshisekedi fait des percées dans ce sens-là. Malheureusement,
l'AFC M23, ses leaders étant incapables, n'étant pas en mesure d'aller à Washington ou d'aller à Londres parce qu'il y a des sanctions sur ces frères-là, et eux-mêmes n'affichant pas une certaine détermination pour créer une synergie avec d'autres Congolais qui sont à l'extérieur afin d'organiser un advocacy qui pourrait démontrer, par exemple aux Américains, quelles sont les autres déficiences du régime de Kinshasa. Évidemment, la balance va dans le sens de Tshisekedi. La balance va dans le sens de Tshisekedi. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est M. Hubert Kebasubabo, qu'on reçoit ici dans la peau des scientifiques et d'analystes de la scène politique et économique en République démocratique du Congo. Avec lui, on revient donc sur les grandes questions d'actualité politique dès lors. Monsieur Kebasubabo, vous êtes également revenu sur l'organisation de l'opposition. On a appris que une réunion devait réunir un certain nombre d'opposants. Moi, j'avais vérifié, j'ai appris que vous-même aussi, vous étiez sur la liste des invités, sous le leadership de M. Kabila. Mais avant d'entrer en profondeur sur le bien fondé et le pour ou le contre de cette rencontre, il y a une polémique qui est née déjà en phase embryonnaire de cette rencontre, c'est la présence ou non de Martin Fayulu. Est-ce que vous pensez que Fayulu est un opposant qui mérite d'être invité aujourd'hui sur la table des opposants qui organisent leur rencontre? Que Fayulu soit là ou non, ce qui est important, c'est que Fayulu, étant à Kinshasa, peut amorcer d'autres dynamiques à l'intérieur pour éventuellement démontrer les caractères authentiques de son opposition dans l'hypothèse où il n'est pas accepté par, je veux dire, la frange oppositionnelle. Non, mais quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez que Fayulu est aujourd'hui opposant? Parce que là, la polémique, le débat est là-dessus quand même. Après avoir été reçu par Tshisekedi, après avoir lancé son affaire des camps de la patrie, il y a quand même beaucoup de sources qui annoncent que c'est un homme qui serait aujourd'hui une sorte de valet de M. Tshisekedi. Est-ce que Fayulu, pour vous, est un opposant? Doit-il, oui ou non, venir à cette rencontre-là? Je pense que il faut, je veux dire, comme on dit en anglais, faire effectuer un assessment de Fayulu par rapport à la situation actuelle. Il semble qu'il devait être au gouvernement qui n'est pas là. On l'accuse de ne pas être opposant pour le simple fait qu'il est allé voir M. Tshisekedi. Mais rappelez-vous, Etienne Tshisekedi Wamulumba, combien de fois il avait rencontré Mobutu? On les a vus ensemble à plusieurs reprises. Rappelez-vous même de l'histoire où Etienne Tshisekedi Wamulumba est allé en scellé et que Mobutu lui aurait donné un papier qu'il devait lire, etc. Et il a ajouté à plusieurs reprises, Etienne Tshisekedi Wamulumba a rencontré Mobutu et c'était à une époque où les régimes de Mobutu étaient même plus absolutistes et plus vomis que le régime de Tshisekedi actuellement. Et donc, cela n'a pas fait de Etienne Tshisekedi Wamulumba un non-opposant. Combien de fois Etienne Tshisekedi Wamulumba a été nommé Premier ministre? Cela n'a pas fait de lui un non-opposant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que il est idéal, l'option idéale, c'est qu'il puisse maximiser en fait la puissance, optimiser la puissance des contraintes de l'opposition, c'est qu'il y ait accumulation, qu'il y ait synthèse. S'il va à cette réunion de l'opposition, c'est un gain pour l'opposition. Mais s'il n'y va pas, il peut éventuellement amorcer d'autres dynamiques sur le plan local. On peut se retrouver dans une situation où il amorce une dynamique de la population pour faire des marches ou des soulèvements, parce qu'on se rend compte que Tshisekedi a tellement terrorisé la classe politique et la population que personne n'ose parler ou faire parler de marches ou de sit-in à Kinshasa. Mais maintenant, ce qui est important aujourd'hui, vous avez vu, sur le plan même scientifique, de processus en fait de démocratisation ou de relance de la démocratisation, c'est que les partis, les antagonistes, les belligérants pour le nouvel ordre politique arrivent à un point où ni l'un ni l'autre n'est immédiatement capable de neutraliser l'autre pour faire triompher sa volonté de manière écrasante. Mais cette démarche commence toujours par une sorte de pré-dialogue et puis pour parler et puis dialogue.
À l'époque de dialogue intercongolais, je dis Sun City, Pretoria, il y avait eu d'abord la rencontre de Cotonou. Évidemment, à Cotonou, on avait arrêté des gens à l'aéroport. Mais il y a eu Cotonou, il y a eu Addis, il y a eu Gaborone, etc. Oui, oui. Toutes ces étapes-là ont permis aux uns et aux autres de réaliser, d'identifier les points de convergence et les points de divergence pour dire comment nous rabotons en fait les points des divergences. Donc, pour transposer cela dans l'expérience actuelle, il faut que l'opposition qui est en dehors, qui ait des capacités de transcendance pour se mettre ensemble, il faut se repenser, il faut se remodeler, parce qu'on se rend compte que finalement l'homo politicus congolais est le même qui soit dans l'opposition ou au pouvoir. Je veux dire, les tergiversations, la lenteur décisionnelle qu'on voyait dans le régime de Kabila, on voit également ces tergiversations, ces atermoiements funestes, pour reprendre l'expression chère au roi, le roi Baudouin lors de son discours le 30 juin, discours contre lesquels Lumumba avait réagi vigoureusement. Et donc on voit ces atermoiements funestes, on voit incapacité d'organisation, de structuration, d'action et de décision. Pourtant, on est au moment où, comme j'avais dit, les référents, le repère majeur de l'accord politique se dessine. Donc, il est impérieux que l'opposition qui est dehors, que les gens transcendent leurs différends ou leurs différences, qui créent une synergie avec la FCM 23 pour avoir leur cahier des charges et identifier les acteurs majeurs qui peuvent faire pression pour que ces dialogues intercongolais... Donc, du coup, vous voyez des bons œils cette rencontre, prétendue rencontre, quoi. Oui, je la soutiens. Je pense qu'elle est rationnellement et moralement, elle est importante parce qu'il faut qu'en face du régime absolutiste de M. Tshisekedi, qu'il y ait une opposition structurée, remodelée, parce que, comme je l'ai dit d'ailleurs dans ce livre que j'ai publié en 2023 à Librinova à Paris, il y a encore quelques copies à Kinshasa, même si les gens ont peur d'acheter. Oh non, babo, tu reçois ma livre, tu vas gagner la voiture, tu vas livre, pardon. Mais là-dedans, je dis que, en fait, l'opposition ici devait être remodelée. Ce qui est grave, c'est que l'UDPS va au pouvoir. Voyez-vous, l'UDPS quitte l'opposition, va au pouvoir. Ça veut dire que dans la plaque du champ politique congolais, dans les segments de l'opposition, il y a un gros trou. Vous comprenez? Sur le plan structurel. Il y a un gros trou qui est parti dans le gouvernement. Mais non, malheureusement... Que le PPRD de Chadari n'a pas réussi à remplacer d'une certaine manière. N'a pas su du tout, parce que le PPRD de Chadari n'est pas né dans l'opposition. C'est un parti qui est né déjà, Kabila est au pouvoir. Donc, ils n'ont pas de tradition d'opposition, ils n'ont pas d'histoire d'opposition, ils n'ont pas l'âme de l'opposition, voyez-vous? Et donc... Ils disent qu'ils font de la bonne opposition, l'opposition républicaine et intelligente, pas question de casser des bus, de brûler des maisons des gens, comme le faisait Tshisekedi. Mais même alors, cette sorte de poigne, cette sorte de calibre, cette sorte de saillance pour contraindre en fait le pouvoir, on ne voit pas ça. Et donc, l'opposition devait se remodeler. L'opposition devait se réinventer par rapport aux enjeux, encore que ceux qui ont constitué l'opposition se retrouvaient en face d'un pouvoir qui est animé par une opposition qui a une longue trajectoire de lutte, des combats, de la résilience et qui fait même son opposition sans principe, sans normes. Et donc, on voit que le déficience d'absence de normes et de principes dans l'opposition, on les retrouve au gouvernement, par cette opposition qui est au gouvernement. Et dans le sens inverse, on voit que les déficits organisationnels, décisionnels, et même des déficits d'inventivité qui étaient au gouvernement, chez les gens qui étaient au gouvernement, ils les ramènent dans l'opposition. Mais voilà donc. Et donc, l'opposition n'a pas été réinventée, calibrée, remodelée par rapport aux enjeux et par rapport au système de jeu. On tombe petit à petit vers la fin de cette émission. Quelques 2-3 questions quand même d'actualité politique dans le pays. Vous avez suivi, François Béat a été acquitté. Plusieurs fois, j'ai fait des émissions avec vous ici. Vous l'avez cité. C'est une satisfaction pour vous, un rétablissement d'une injustice? François Béat, c'est quelqu'un que je considère toujours comme mon grand frère. Non pas parce qu'il est du Kasaï, mais je le considère toujours comme mon grand frère parce que son frère aîné Chiyombo, Constantin Feu Chiyombo, père son âme,
c'est celui qui m'a... J'étais un jeune étudiant venant de terminer l'Institut supérieur des commerces en 1985. J'ai passé des tests à l'Union des banques, 120 personnes. On a fait le test technique, psychotechnique. On a retenu sur 120 que 6. Et moi, on m'a envoyé à Lubumbashi. Je n'avais que 24 ans. Et Chiyombo a pris soin de moi. Chiyombo m'a formé comme banquier dans les transactions internationales jusqu'à ce que je suis devenu gérant. Donc, la famille de Beya, c'est vraiment ma famille. Et Chiyombo meurt. Mon vieux Beya n'a pas su venir au Congo enterrer son frère. Pour nous, les Bantous et surtout les Loulous de manière générale, c'est extrêmement grave. Et donc, le mal a été déjà fait. Aujourd'hui, on est tous, on bénit Dieu parce que bon, il a été acquitté. Son honneur, dans une certaine mesure, son prestige a été restauré. Mais les conséquences, le mal a été déjà fait et profond. Je ne vois pas comment on saura les réparer. Mais bon, Dieu est merveilleux, il l'a réconforté. Et maintenant, est-ce qu'il va revenir en RDC dans ce contexte actuel? Je ne pense pas, il n'y a pas de garantie. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a que le dialogue inclusif, la transition. Parce que si nous avons une transition, nous allons avoir un peu un dispositif comme celui de SIAT. D'ailleurs, je dois souligner ici que c'est nous, moi, et j'étais secrétaire général de Renaissance Congo 2000, qui était les grands think tanks ici en RDC, je vis en Afrique du Sud dans les années 2000, et c'est nous qui avons sorti un livre, avons proposé SIAT. Il faut qu'il y ait une formule SIAT avec les sages africains pour assurer la sécurité, également la neutralité avec la MONUSCO, je veux dire l'ONU. Parce que maintenant, les gens ne peuvent pas rentrer à Kinshasa comme ça et être à la merci des sbires du régime. Voyez vous-même comment les gens continuent à être traqués. J'ai vu là-bas les cadres d'ensemble qui ont été invités par le ministre Chabani, etc. Donc, il n'y a pas de garantie. Il faut qu'il y ait des structures neutres qui puissent protéger les uns et les autres, comme c'était par exemple le cas pendant la transition 2003-2006. Et je ne pense pas que François Beya, les connaissants, super sécurocrate, je ne pense pas qu'il va rentrer maintenant. Ben, puisqu'on parle de justice, on attend dans 4-5 jours le verdict dans l'affaire Moutamba. J'ai vu votre jeune frère Moutamba commencer à organiser des veillées de prière devant chez lui à la maison où il y a des jeunes gens qui viennent chanter toute la nuit et tout ça. Vous pensez qu'il sera condamné et pour vous, quelle est l'analyse que vous faites? C'est un garçon qui a tenté véritablement de détourner et mérite d'aller en prison? Mais voilà, malheureusement, Moutamba est tombé dans le piège qui avait été tendu. Je suis convaincu qu'il y a des ramifications dans cette affaire des fonds qui ont été détournés. En réalité, c'est pourquoi on dit justement qu'il faut qu'il y ait un dialogue inclusif, il faut qu'il y ait la transition, qui pourra avoir, je pense, une structure qui va rentrer un peu dans tous ces dossiers-là. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si nous avions un Parlement porteur d'un minimum d'autonomie et de sérieux, il y aurait eu une commission spéciale pour auditer, conduire une investigation sur ces fonds. Combien d'argent on a obtenu des Ougandais, encore qu'on insulte les Ougandais matin, midi, soir, mais voilà qui nous donne l'argent pour indemniser les victimes de la guerre à Kisangani, et on dilapide. On cite la femme de Tshisekedi, Denise Nyakeru, comme la principale responsable de ces grands détournements de l'argent des Frivao. C'est pourquoi je dis que si on avait un Parlement qui jouissait d'un minimum d'autonomie fonctionnelle et institutionnelle, il y aurait certainement une commission spéciale, non seulement pour en ce qui concerne ces fonds-là, détournés, mais en ce qui concerne la gouvernance de manière générale et surtout la débâcle de l'armée, le fiasco de l'armée. Il devait y avoir une commission spéciale du Parlement pour regarder là-dedans. Maintenant, certainement, si Caméré, Vidal Caméré, directeur de cabinet, avait été condamné et j'étais en prison, je ne pense pas qu'ils vont épargner mon jeune frère Moutamba, que j'aime bien. Je m'étais trouvé avec lui, je le connais bien, je me retrouvais avec lui souvent dans beaucoup de forums et dans beaucoup d'endroits. Malheureusement, et c'est ça l'histoire de notre pays, ce sont les contradictions de notre pays. Ils vont l'arrêter, ils vont l'humilier, ils vont le mettre en prison. Après, peut-être on va les relâcher comme on a relâché Kamere ou comme on a relâché Jean-Marc Abound, qui sait. Mais voilà.
Et mais voilà. On verra, on verra. Yoku tu fandara kuna yonde soko meki ba kokato nde matoi ba kokato na mabundi. Yo ba okangote me ba kokato penande mission. Bakata na pena mandefu. Na mandefu yo fandara siko fandi wana pardon. To sisi na biso ba congolais ba Holanda o to clôturer mission. O robana bango ni. Et na robana bango que congolais nyo se place azali. Le but qu'on a biso sikoyo, c'est vrai nzamba zo sala. Mais le but qu'on a biso sikoyo, ezali kaka dialogue wana na transition. Sur le Congolais, on se place à Zali, à télémé la batte à opposition, au Bazali, Bazali à Bruxelles, Bazali en Amérique, Bazali en Nignawa. Ba Yokana, Basala rencontre na Bango, Bazali na cahier des charges na Bango, Peba téléma, Bamona na tout le monde a Bango, Bazo Kenotala, Bakonzi à Belgique, Bakonzi à France, Bakonzi à Amérique, pendant le bas, dialogue intercongolais. Transition, élection, Tshisekedi ne sera plus président après 2030, après cette élection-là. Dans la transition, on peut éventuellement l'accepter, mais après 2030, il a déjà fait ce mandat à Kende, à Bou, comme on dit en Tchoulouba, à Tambouyagne, à Ebien. Ça, c'est des 1. Mais à Kinshasa aussi, nous en appelons à la CENCO, ECC, la société civile. Pourquoi vous avez fait souffrir Kabila? Kabila n'a pas dormi. Vous êtes allés partout, en Europe, en Amérique, laïque, tout ça. Les gens sont morts, Kapangala, aussi Moukeng, etc. Et aujourd'hui, vous ne faites rien. La marche de 1 million de personnes, la reproduction de la marche du 16 février 1992, il faut la reproduire maintenant pour faire pression sur M. Tshisekedi pour qu'il y ait ce dialogue et la transition. Les gens ne peuvent pas continuer à souffrir comme ça. Les gens ne peuvent pas continuer à être tués comme ça. J'ai vu l'image de cet enfant qui tient sa soeur, ça m'a fait toute la nuit. Et aucun Congolais n'a dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Peut-être on envoie à cet enfant-là quelques ressources, etc. La seule façon de sauver le Congo, c'est ce dialogue. La République, c'est la res publica, c'est-à-dire le bien commun. Ça n'appartient pas à Tshisekedi, ça n'appartient pas à Kabasubabou, ça n'appartient pas à Perrault, ça n'appartient pas à Kabila, ça nous appartient à nous tous. L'opposition doit se réinventer, elle a une grande responsabilité. Elle ne peut pas seulement aller derrière AFC M23. AFC M23 aussi doit se repenser pour dire comment on fait une synergie avec l'opposition. L'opposition à Kinshasa aussi doit se réinventer. Il faut faire pression sur Félix Tshisekedi. Et je dis, mon message à Félix Tshisekedi, c'est celui-ci, que Monsieur Tshisekedi, seuls les dialogues inclusifs, la transition et les élections crédibles vont vous sauver votre famille et sauver votre famille politique. Et vous pouvez entrer dans l'histoire comme un président qui a accepté, n'est-ce pas, la réconciliation, la conciliation, la réconciliation et la paix. C'est encore possible. Hubert Kabasubabo, grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Yopé, Zala et Kenge Kuna, 4 millions de dollars, donc, Batama Bienzamba Pambula yo, Abomba yo. Merci beaucoup. Continuez à Moussala na yo. Merci mingi, merci. Badego merci mingi. Nabino so boagi baike bofandi liboso betando ike nabino. Kola nabiso na poko na lelo na simazanga lelo. Tomoni nani nabino na Mikola Likoya na ba programme nabiso mususu. Grand merci et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.